Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bébé et Confidence. Je suis Manon, je suis coach en sommeil et doula et je suis la créatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, pas d'épisode portrait malheureusement. C'était prévu, on avait enregistré, tout bien. Et puis petit problème technique et du coup c'est moi que vous retrouvez seul au micro aujourd'hui. L'épisode du coup initialement prévu avec Yael sortira même pas la semaine prochaine parce que problématique de calendrier on n'a pas pu se voir avant, mais la semaine suivante probablement. Je vous tiens au courant bien sûr. Mais donc pour remplacer cet épisode portrait qui ne sort pas, un hors-série aujourd'hui que je vous propose avec une thématique un peu particulière. La question que j'aimerais me poser et qu'on se pose tous ensemble et tout ensemble aujourd'hui, c'est faut-il tout dire à nos enfants ? Alors évidemment c'est une question un petit peu touchy, on s'en doute. Et je pense qu'il faut faire un petit disclaimer du coup avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vais évidemment vous donner mon avis sur le sujet qui n'est toujours pas parole d'évangile, mais c'est une question que je me pose, que je me suis posée dans mon parcours de parent et que au travers des consultations vous me posez souvent. Donc voilà, je vous livre ici mes réflexions et mon parcours parce qu'il y a des jalons, il y a des événements dans mon parcours qui m'ont vraiment amené à me poser cette question-là précisément. Donc on se doute bien que cet épisode va rentrer aussi un petit peu dans ma vie personnelle. On comprend bien que ça pourrait ne pas vous intéresser. Si c'est le cas, vraiment pas de soucis. Voilà, on se retrouve pour autre chose bientôt, quoi. Mais pour celles et ceux que ça intéresse, voilà, posons-nous collectivement la question aujourd'hui, faut-il tout dire à nos enfants ? Peut-être que le postulat de départ qu'on peut poser quand on se pose cette question-là, c'est, vous savez, cette idée un peu, cette phrase un peu commune qu'on a tendance à répéter, qui dit que les enfants sont des éponges. Eh bien c'est vrai évidemment à des degrés différents en fonction des enfants, en fonction de leur profil empathique, sensible. On capte pas tous et toutes le même volume d'informations de notre environnement, de notre entourage émotionnel, mais on capte. La plupart d'entre nous peuvent percevoir les émotions d'autrui. Et puis on ne se parle même pas de seulement d'émotions. En fait, les enfants, ce qu'ils perçoivent, c'est nos comportements, nos émotions donc pour la plupart, et puis notre discours qui soutient, entoure, habille ces comportements et ces émotions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand le discours ne matche pas avec leur perception, que ce soit de ce qu'ils observent dans nos comportements ou de ce qu'ils captent dans nos émotions, ça les met dans un état de dissonance un peu. Et là, on peut vraiment constater chez l'enfant une difficulté, une insécurité en fait, un stress émotionnel. Parce que en fait, la réalité ne correspond pas à ce que nous, parents, on vient leur décrire du réel. Et donc là, ça fait un peu erreur 404 dans leur tête. Ici, je parle de tous les enfants, quel que soit leur âge. Évidemment que, à mesure que l'enfant grandit, la complexité de sa compréhension du monde et des autres et des relations entre les personnes change, bien évidemment, et évolue. Mais c'est vrai pour les bébés aussi. Du coup, quand on fait ce constat-là, ma position sur le sujet, en tant que maman, moi j'ai décidé de ne pas mentir à mes enfants déjà. C'est un peu une règle d'or que je me suis fixée, c'est de ne pas vouloir leur mentir. Pour guider un petit peu toute prise de parole face à eux du coup. Et au-delà de ça, plus précisément, je pense qu'il faut parler de tout avec nos enfants, mais en parler simplement et directement. Plus précisément, je pense qu'il faut parler simplement et directement, de manière très descriptive, de justement ce que l'enfant peut capter, c'est-à-dire de ses propres émotions en tant que parent, et de ses comportements. On peut avoir une posture vraiment très descriptive et surtout, j'insiste, on parle de soi-même. On peut aussi évidemment guider l'enfant sur ce qu'il ressent lui, dans un deuxième temps, mais quand il s'agit de se poser la question faut-il tout dire à nos enfants, je pense qu'on peut être le plus descriptif possible et surtout le plus c'est ça, c'est simple et direct. Parce que parler de sujets difficiles comme par exemple le deuil, parfois pour protéger un peu nos enfants de toutes les émotions attachées au deuil, on peut avoir une posture un peu métaphorique. Papy est parti au ciel par exemple. Et
Et en fait, ça n'apprend pas aux enfants la réalité de la mort et du deuil, bien que, en fait, on n'a pas besoin d'être cru ni détaillé sur la question, mais l'enfant perçoit le deuil dans les émotions et dans les comportements de ses parents. Probablement qu'il voit ses parents avoir du chagrin, de la peine, etc. Et quand on lui dit non, non, t'inquiète pas, tout va bien aller, et c'est juste parce que papy est parti au ciel, en fait, pour l'enfant, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il peut y avoir une représentation très littérale de ça, justement, mais qui ne matche pas avec la réalité. Versus, ben oui, je suis très 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 triste et ça me fait pleurer parce que j'étais très attachée ou j'avais beaucoup d'affection pour telle personne qui est partie. Et partie, ça veut dire quoi? Ben, en fait, son corps s'est arrêté de fonctionner. Qui est une façon, je pense, encore une fois, simple et directe d'expliquer ce qui se passe exactement. Mais voilà, toujours en revenir à ce qu'on ressent nous-mêmes et du coup venir expliquer l'émotion derrière le comportement. Parce qu'en fait, l'enfant va être exposé à des scènes difficiles. Ce que j'entends par scènes difficiles, c'est en gros des comportements de leur entourage proche et souvent des parents, où les émotions sont exprimées de manière très brute. Là, dans l'exemple du deuil, c'est le chagrin, la peine, la tristesse, qui est visible, mais ça peut être parfois la colère, parce que on le sait, hein, qu'accueillir un enfant, ça met le couple et la famille un peu sous pression, et que parfois on perd patience, et que certains et certaines d'entre nous gèrent mal le conflit et peut avoir un peu la colère visible, encore une fois. Et dans ces situations-là, parce qu'on ne peut pas toutes les éviter, ça arrive d'avoir des coups de sang, parfois voilà, c'est comme ça, que ce soit intrafamilial ou envers d'autres personnes, mais il faut essayer d'avoir cette responsabilité de se dire si mon enfant est exposé à ça, il faut que je puisse lui expliquer ce qui s'est passé pour moi. Parce qu'en fait, ce qu'on fait quand on fait ça, quand on vient nommer les émotions qui ont été exprimées au travers de comportements un petit peu on va dire très éloquent, peut-être un peu débordant parfois, c'est que on vient apprendre à nos enfants la responsabilité émotionnelle, identifier mon émotion, la communiquer aux autres, et puis s'il y a eu un débordement difficile, peut-être aussi parfois venir s'excuser. Et vraiment, le postulat de départ, c'est je verbalise mes émotions. Par exemple, je me suis engueulée avec mon conjoint ou ma conjointe sur un sujet un peu random, mais parce que j'étais fatiguée, etc. Et mon enfant de 2 ans et demi était là. Le premier truc à faire déjà, c'est se calmer. On ne parle pas de ses émotions à chaud, parce qu'on est toujours sous la coupe de l'émotion. Donc premier truc, on prend le temps de redescendre. Et après, d'aller voir l'enfant, quel que soit son âge, là dans l'exemple 2 ans et demi, mais ça peut être 6 mois, et lui dire, voilà, j'ai crié très très fort parce que j'étais très très en colère, c'est peut-être pas une manière très constructive de gérer ses émotions, tu as peut-être eu assez peur, je suis désolée que tu te sois senti comme ça, je te promets de faire plus attention, parfois d'essayer de gérer un petit peu plus/mieux la prochaine situation de colère. Et la question un peu corollaire aussi à tout ça, c'est est-ce qu'on peut trop en dire à son enfant? Justement, quand on est dans cette posture explicative des émotions adultes, est-ce qu'on peut trop expliquer? Parce que c'est bien joli de se dire oui, il faut expliquer à nos enfants, il faut parler de la réalité des choses et du monde à nos enfants et des émotions que la réalité engendre pour nous. Mais le cadre, voilà, il y a un cadre où il faut parler, enfin j'estime moi, ce n'est que mon avis encore une fois, qu'il faut parler simplement et directement des choses aux enfants, mais je pense aussi qu'il y a un trop en dire possible. Quand on sort de ce cadre où on parle de soi-même et de ses propres émotions. Et c'est là que peut-être je peux rentrer dans le détail de ma situation à moi, qui sera peut-être un petit peu plus éloquent que ces grandes phrases un peu philosophiques. On sent que j'ai fait des études de philo, j'en ai bien conscience, mais c'est typiquement le cas de la séparation que j'ai vécue avec leur papa, avec le papa de mes enfants.
parce que ça illustre un petit peu toutes ces situations dont je viens de vous parler. Typiquement, une séparation, en tout cas la mienne, c'est pas placée du jour au lendemain, c'est-à-dire que ça a été un process d'étouffement de la relation, de beaucoup de difficultés, avec un ex-conjoint qui pour le coup avait un peu de mal à gérer sa frustration et sa colère, et qui parfois a pu jeter des trucs, taper dans des portes, crier, ce genre de choses-là. Et malheureusement aussi avec assez peu de responsabilité émotionnelle, ce qui m'a conduit du coup à devoir faire le boulot pour deux et aller expliquer à mes enfants, voilà, papa s'est comporté comme ça parce qu'il est très triste et très en colère, mais pas plus que ça. Moi je me suis toujours fixé ce compas-là tant qu'on vivait sous le même toit, de parler des émotions, de m'excuser. Alors, pour deux, ce qui est pas très cool, mais bon, fallait bien le faire. Enfin, moi je me suis dit qu'il fallait bien le faire. Et de rester dans ce cadre-là. Quand la séparation a pris lieu de manière effective, déjà, pour le coup, une séparation, c'est un moment. Ne plus vivre ensemble, c'est un moment. Le départ, c'est un moment. Et dans mon cas à moi, c'est un moment où on était en vacances avec les enfants. Et pour le coup, ce moment-là a été assez brutal dans le sens où mon ex-mari a eu beaucoup de grandes émotions très visibles à ce moment-là, et que j'ai senti dans le moment la panique en fait chez mes enfants, qui ont observé des comportements chez leur père qu'ils ne connaissaient pas, et puis surtout ils partaient, donc il y avait vraiment un abandon sans prendre la peine de leur parler, sans explication. Ça a été, je pense, pour eux assez difficile. Et donc pour ce moment-là, il a fallu verbaliser les choses de la manière la plus dépassionnée possible de mon côté, en expliquant papa est parti parce qu'il ne pouvait pas rester, parce qu'il se sentait trop X, Y, Z, sans rentrer dans l'intimité de ce qui se passait entre nous dans le couple et qui était problématique. Et toujours faire de la place pour les émotions des enfants. Mon deuxième enfant avait 18 mois à l'époque, il était encore très très jeune, mais la plus grande en avait 4. Et donc, il y avait déjà de la place pour lui dire, je sais, tu te sens probablement en colère, c'est très injuste pour toi, tu es peut-être très triste, papa te manque beaucoup, je suis désolée de tout ça, je suis à disposition, moi je suis là avec toi, pour toi. On peut faire ce que tu veux pour ça, on peut se faire des câlins, on peut en discuter, on peut se changer les idées, je lui ai proposé beaucoup de choses, mais disons que le focus, c'était sur la gestion émotionnelle, encore une fois, de l'événement un peu traumatique. Pour un enfant de 4 ans, je pense que ça a été vraiment difficile à vivre, et de nommer les choses, de pas dire papa est parti, mais t'inquiète pas, il va revenir, parce que je n'en avais aucune certitude à ce moment-là, mais d'avoir le recul pour expliquer ce qui s'était passé, vraiment juste, factuellement, ce qui s'était passé, et de ne pas y déverser ma propre colère, ma propre anxiété, ma propre... c'est pas tellement anxieuse, mais du coup, ma propre... oui, c'était surtout de la colère, quoi, qu'il leur ait fait vivre ça, qu'il leur ait fait voir ça. Même si ça m'a pas empêché de le verbaliser, c'est juste que je l'ai pas manifesté sans le dire. Moi je me suis sentie très en colère aussi, et je comprends que toi tu puisses te sentir de plein de manières différentes, et il y a de la place pour, ne t'inquiète pas. Et puis ça nous a emmené à la phase 2 finalement, enfin la phase 3, parce que donc il y a la pré-séparation, il y a le moment de la séparation, puis il y a la gestion de l'après, où c'est là où moi je maîtrisais plus du tout le discours qui était prononcé à mon égard et à l'égard de la situation du côté de mon ex-mari et de sa famille, dont j'avais des bribes par mes enfants, au travers de mes enfants, qui était un discours du coup extrêmement passionné, pour le coup plein de colère, plein de rage, plein d'injustice, plein de chagrin aussi probablement, mais qui n'était pas nommé comme tel, qui était juste en fait des tentatives d'explication et de surexplication. Pour vous donner un exemple, c'était ta mère a cassé notre famille, ta mère a fait ceci, ta mère a fait cela. Ce qui est donc pour un enfant, enfin en tout cas pour ma fille, l'a placée dans un état de conflit très difficile à gérer, où elle a manifesté beaucoup de colère contre moi, et dans des situations très difficiles, parce que à l'époque où ça s'est passé, mes deux enfants
probablement en réaction à tout ça, dormait très mal, était très 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 sollicitant pour moi d'un point de vue émotionnel, donc j'étais un petit peu vide, un petit peu en petit burn-out émotionnel à ce moment-là, mais il y aurait pu avoir une tentative pour moi de réagir aussi, parce qu'en fait c'était très injuste pour moi, je trouvais, mais je me suis toujours dit, ben en fait elle a le droit, et surtout elle est peut-être un petit peu encouragée dans cette colère par tout ce discours qui pour moi du coup relève du trop en dire aux enfants. Et du coup, j'ai essayé de déconstruire avec elle cette colère en disant, ben déjà, d'où ça vient, quels sont les mots qui te font sentir comme ça, et puis ben, de lui dire, ouais, t'as le droit d'être en colère, en fait, t'as le droit, moi je suis là pour toi, et en fait, je te lâcherai pas, t'inquiète pas. Si tu as envie de prise de distance, il n'y a pas de souci. Si tu as envie qu'on fasse voilà, certains ajustements dans notre vie quotidienne, qu'on fasse de plus en plus de place pour que tu puisses, je sais pas moi, exprimer ta colère, tu peux le faire, mais de manière constructive. Parce que ben, y a un truc qui est jamais ok dans notre famille, c'est la brutalité, la violence, les cris, etc. etc. Le fait de plus maîtriser le discours, ça a été pour moi la plus grande prise de conscience que ben, ce format-là, de venir un peu s'épancher devant les enfants sans avoir la responsabilité émotionnelle de se dire « Attends, mon enfant n'est pas mon psy » et donc les raisons qui expliquent, enfin les raisons on va dire profondes qui expliquent la séparation, c'est pas forcément à l'enfant de les connaître et de les disséquer. En fait, l'enfant il a besoin de savoir, dans ce cas concret-là, que bah, voilà, s'il perçoit des émotions particulières, qu'on les nomme, la vérité de la relation, de la séparation, pardon, telle que je l'ai expliqué à mes enfants, c'est, ben, en fait, on ne peut plus habiter ensemble, on ne peut plus vivre ensemble parce que ça nous rendait trop tristes, trop en colère, on était malheureux, nous, votre père et moi, pendant cette période-là, et c'est tout. Et on va essayer d'être une famille autrement, du coup. Et vous avez le droit de trouver ça injuste, et vous avez le droit d'être en colère, et vous avez le droit d'être triste, parce qu'en fait, encore une fois, là, il s'agit d'un deuil pour les enfants à porter, le deuil de la famille nucléaire, et donc toutes les émotions qui sont associées à ce deuil sont légitimes. Et je me suis dit, bah, c'est mon boulot, puisqu'a priori j'étais la seule à identifier ça comme une responsabilité parentale. J'estimais que c'était mon boulot de les guider là-dedans, de les accueillir, de verbaliser les choses au maximum, mais encore une fois, de verbaliser l'état et des degrés très minimaux d'explication de pourquoi on en était là, et surtout de toujours se recentrer sur qu'est-ce qu'on ressent, comment est-ce qu'on peut être là les uns une pour les autres, comment est-ce qu'on peut se soutenir et s'accompagner, quelles solutions on trouve ensemble dans l'immédiat, à moyen terme, à long terme, pour avancer là-dessus. Et donc ce travail-là, il est en corrélation avec tout un travail sur nommer les émotions et apprendre le plus tôt possible à nos enfants à communiquer sur leurs états. Parfois, ça fait un peu peur de se confronter, de donner un peu les clés à nos enfants de c'est quoi la tristesse, c'est quoi la colère, parce qu'on se dit oh là là mon Dieu, si. Enfin, ça arrive comment dire, d'appréhender un peu le fait que si l'enfant identifie la colère, il va en faire beaucoup. Mais en fait, c'est pas ça. La colère, comme toutes les autres émotions, fait partie de la vie de l'enfant, que ce soit ressenti par lui ou elle-même, que ce soit observé chez autrui. Et donc, le fait de pouvoir nommer les choses, ça permet quelque part de maintenir la communication pendant que l'émotion est ressentie. Alors, de manière plus certaine à mesure que l'enfant grandit, bien sûr, et que son cerveau mûrit, et qu'il peut, du coup, de mieux en mieux gérer ces tempêtes émotionnelles. Mais plus tôt on le fait, d'après moi, encore une fois, et mieux c'est, parce que là, aujourd'hui, j'ai 2 enfants de 3 et 5 ans et demi qui sont capables de me dire « Maman, là, je me sens triste, j'ai besoin d'être seule », par exemple. Ou là, je me sens en colère, j'ai besoin de taper très fort dans un coussin. Ou j'ai besoin de câlin parce que dans ma journée, il s'est passé telle chose qui a été difficile. Et du coup, ça permet d'éviter les phénomènes de décharge un peu vide qui sont difficiles à vivre pour nous les parents, où en fait l'enfant a été exposé à une émotion X qui du coup lui a fait ressentir du stress émotionnel, rentre à la maison, retrouve sa figure d'attachement principale,
et donc va décharger d'une manière plus ou moins constructive, mais souvent ça ne l'est pas trop. Et nous, le parent, en fait on reçoit que cette difficulté sans savoir le contexte de cette difficulté, et donc ça peut être difficile à vivre. Alors que quand on arme l'enfant pour communiquer sur ses états, et du coup on a cette possibilité de se mettre à disposition et de satisfaire le besoin de contention, d'accompagnement, de décharge d'une manière encore plus efficace. Je suis un peu Jean-Michel vie émotionnelle. C'est vraiment mon compas en tant que maman. Et c'est quelque chose qu'évidemment je mets beaucoup au service de l'accompagnement des familles que je reçois en consultation, parce que en fait l'un des effets de l'épuisement, du manque de sommeil et puis de la vie de parent tout simplement, c'est soit d'être déconnecté de ses émotions, soit de plus avoir la lucidité de pouvoir les communiquer de manière constructive. Et alors j'insiste là-dessus, ça nous arrive à tous et à toutes de pas pouvoir en fait, de pas pouvoir être constructif, de pas pouvoir être bienveillant, de pas pouvoir exprimer les choses posément, de pas pouvoir se calmer. Ça nous arrive à tous et à toutes, ok ? On peut tout à fait avoir un temps où on se calme, on réfléchit et après on vient expliquer à l'enfant ce qui s'est passé. Tant qu'on a cet après où on répare, s'il y a besoin de réparer, mais à minima on explique ce qui s'est passé, de mon point de vue, on est bon. On est bon à un certain degré en tout cas. Voilà, cette thématique m'a été inspirée par une consultation justement que j'ai eue cette semaine. On a parlé beaucoup de transmettre toute cette notion de responsabilité émotionnelle et d'apprendre à identifier ses émotions, à communiquer ses émotions. Et en fait, c'est pas quelque chose qui va de soi pour nous tous et pour nous toutes, parce que notre génération n'a pas non plus été très encouragée à connecter avec ces sphères-là. C'est évidemment pas vrai pour tout le monde et Dieu merci, mais très souvent ça a été un apprentissage plus tardif en fait. Tout le package finalement, qu'est-ce que c'est une émotion et qu'est-ce qu'on en fait quand autrui est dans mon champ de dans mon champ de perception. Donc voilà, si je me résume, faut-il tout dire à nos enfants ? Oui et non. Oui, quand il s'agit de leur expliquer ce qu'ils peuvent percevoir dans nos comportements ou dans nos propres états, même si on essaye de les cacher très fort. Et qu'est-ce que c'est le trop dire ? C'est en fait expliquer la complexité des pourquoi et des comment de ces états et de ces comportements. En soi, déjà, moi je trouve ça problématique parce que c'est pour le coup trop compliqué à comprendre pour un enfant. Et surtout sans y ajouter la dimension explicative de justement l'émotionnel qu'il y a derrière. Voilà, c'était un petit épisode thérapeutique en quelque sorte, mais ça s'applique à plein de situations du quotidien. Un coup de stress au boulot par exemple qui vous met dans un état un peu d'anxiété, l'enfant va le percevoir et donc c'est important de venir lui expliquer. Une difficulté familiale, relationnelle, tout ça sont des choses que l'enfant perçoit. Donc j'espère que ce petit moment, cette petite réflexion que je vous partage aujourd'hui pourra peut-être vous encourager à communiquer de cette manière-là si ça vous parle à vos enfants, ou en tout cas de faire le tri si vous vous posiez ces questions-là. Vous donnez un petit angle de réflexion pour trouver votre curseur à vous qui sera probablement un peu différent du mien. Encore une fois, c'est vous les patrons et c'est vous les meilleurs compas de vos vies de famille, bien sûr. Mais on est ici pour discuter un petit peu de nos parcours et de les confronter pour avancer, pour s'aider, tout simplement. Donc je vous laisse avec ça pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie encore une fois pour vos retours qui sont toujours vraiment des petites bulles de joie dans mon quotidien. Donc n'hésitez pas à venir m'expliquer, si cet épisode vous a fait réagir, venez m'en parler. Ou si vous voulez vous-même témoigner de vos vies de parents, l'adresse c'est toujours la même, c'est podcast.bebeetconfidence@gmail.com. N'hésitez pas non plus à noter ce podcast, à lui mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, à le partager, à en parler autour de vous. Et puis quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode surprise. Je ne sais pas encore comment on va adapter le calendrier de publication, mais on va l'adapter. On sera là de toute façon la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine.